ça va être un tout petit peu plus pratico-pratique. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, les troubles du comportement, c'est pas simplement, et c'est ce qui nous touche le plus, c'est l'agitation, l'énervement, tout ça. Mais l'apathie, c'est aussi une forme. Un patient qui se replie alors qu'habituellement il n'était pas replié, qu'il avait tendance à converser, qu'il avait un autre comportement. Attention, le repli sur soi, c'est aussi un trouble du comportement. Donc, prenez en compte ça, les éléments négatifs, l'apathie, la bradykinésie, le fait de réagir et de comprendre plus lentement. La régression, c'est aussi un trouble du comportement. Les troubles positifs, vous les connaissez tous, c'est ceux qui sont le plus dérangeants, c'est ceux qui épuisent le plus les aidants d'ailleurs. C'est l'hyperactivité, c'est l'agitation, c'est les fugues, c'est la déambulation qui est une agitation motrice. C'est les troubles des conduites instinctuelles, le sommeil, on voit des inversions du nictémère, des gens qui dorment pas du tout la nuit et puis qui vont s'effondrer au petit matin. C'est des troubles de l'appétit avec de l'hyperorophagie, c'est des troubles de la sexualité, il faut aussi en parler, il y a des gens aussi qui sont désinhibés à ce moment-là. Des stéréotypies, faire tout le temps la même chose, c'est épuisant, des gens qui boutonnent, qui déboutonnent, qui reboutonnent, qui déboutonnent, sans fin. Et des troubles psychotiques, des délires, des hallucinations ou des interprétations. Alors les symptômes, dans les pathologies démentielles, vous les voyez ici dans les bulles, c'est l'agressivité, donc l'opposition, l'agressivité, qu'elle soit physique ou verbale. L'agitation, c'est la déambulation incessante, c'est les stéréotypies, on vient d'en parler, l'habillage, déshabillage compulsif, les troubles du sommeil, le tumulte, les comportements sexuels inappropriés, des fécalisations et des demandes incessantes, toujours les mêmes qui reviennent un peu en boucle. L'apathie, c'est le retrait, c'est le manque d'intérêt, l'absence de motivation. C'est quelqu'un, là où vous le posez, il reste. Et il peut rester comme ça toute la journée si vous ne venez pas le réveiller, le stimuler, le bouger un peu. Il y a la dépression, bien sûr, avec la tristesse, les pleurs, le manque d'espoir, une dégradation de l'estime de soi, une dévalorisation importante, une anxiété et très souvent aussi une culpabilité. Et puis, il y a les manifestations psychiatriques dont vous parlez, Laurence, avec des hallucinations, des délires, des illusions. C'est un petit peu différent. S'il te plaît. Alors, après le diagnostic de démence, vous allez voir que c'est important. Le 0 mois, c'est le diagnostic. Et vous voyez que 36 mois avant, on assiste à un repli social dans 40% des cas. 20 mois avant, une dépression dans 50% des cas. 15 mois avant, des signes en faveur d'une paranoïa, des traits en tout cas paranoïaques, dans 20% des cas. Et à 5 mois du diagnostic, l'anxiété est à l'évidence et elle est présente dans 30% des cas. Après, à 6 mois, on voit en général, ce sont des stats, on voit en général un délire pour 10% des cas. À 18 mois, on commence à voir des hallucinations. Et à 24 mois, de l'agressivité pour 40% des cas. Vous voyez que au diagnostic, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées auparavant. Et si on pouvait anticiper tout ça et en tenir compte, on ferait probablement des diagnostics anticipés. Alors l'enjeu, ça touche 80% des patients déments. Il faut savoir que les troubles du comportement, à un moment donné de la maladie, ils vont apparaître. Ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. Ça, personne ne le sait, mais le trouble du comportement va apparaître. C'est la première cause d'institutionnalisation par épuisement des aidants. Il faut savoir que les aidants, ils laissent leur peau sur des troubles du comportement comme ça, quotidiens. En plus, c'est celui qui aide le plus qui s'en prend plein la tronche, ça vous le savez. Et souvent, l'aidant principal, qui est grandement en souffrance, fait aussi des maladies qui sont liées à l'épuisement. Donc, ils doivent toujours faire penser à une détérioration cognitive sous-jacente, surtout s'il n'y a pas d'antécédents psychiatriques. On n'est pas là dans les pathologies psychiatriques vieillies. Et ça nécessite toujours un bilan cognitif. Il faut savoir typer la pathologie pour mieux l'accompagner. Alors, la signification de ces troubles du comportement. Les troubles du comportement, c'est un symptôme. Donc, il faut savoir le décrypter. Ce n'est pas une maladie en soi, les troubles du comportement. Ce n'est pas dans la pathologie.
Il faut éliminer, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, les origines organiques qui sont fréquentes chez nos sujets âgés. Comme le signalait Laetitia, leurs seuils sont assez bas. S'ils se déshydratent, eh ben, ils font un fécalome, ils sont confus, ils boivent de moins en moins, ils tombent, et là, le risque est grand. Ou alors, ils ont des troubles du comportement qui signalent déjà qu'il y a une problématique somatique en dessous. C'est la rétention aiguë d'urine, c'est aussi l'infarctus du myocarde. Je vous le rappelle, nos sujets âgés sont des symptômes trompeurs. Ils vont faire l'infarctus du myocarde simplement en se repliant dans leur coin. Ils n'auront pas la douleur thoracique, la douleur dans le membre, enfin comme c'est typique chez le sujet adulte jeune. Il faut éliminer aussi la cause iatrogène, parce que la iatrogénie, les médicaments, il faut les repasser en revue régulièrement et ne pas laisser une ordonnance qu'on refait tous les mois de façon systématique sans jamais se poser des questions. Les anticholinergiques, la L-Dopa, les neuroleptiques, la morphine, les benzodiazépines, les antipsychotiques, tout ça, ça a un rôle négatif sur les troubles du comportement. Et puis, bien sûr, tenir compte de la personnalité antérieure. Il y a des personnalités pathologiques, dites pathologiques, qui traversent toute leur vie comme ça, suffisamment équilibrées, et qui, à l'origine de troubles de perte d'autonomie, par exemple, ou de troubles, vont développer une personnalité, vont montrer leur personnalité antérieure, et en général pas dans la bonne forme. Donc, ce sont des éléments névrotiques ou psychotiques. Il faut tenir compte du contexte récent. Est-ce qu'il y a eu des deuils? Est-ce qu'il y a eu un déménagement? Est-ce qu'il y a eu la perte de l'autre? Est-ce qu'il y a un épuisement? Est-ce que les enfants viennent toujours? Est-ce que voilà. Il faut toujours tenir compte du contexte et de la modification de l'environnement. Vous avez compris qu'un patient âgé, tant qu'il est dans son repère, chez lui, avec ses habitudes, ses éléments de mémoire, les photos, enfin des choses qu'il connaît bien, qui trace sa vie et son vécu, va être particulièrement stable. Le jour où vous le changez, et nous on le voit bien dans notre SSR, quand il passe un patient dément, il passe en SSR pour une pathologie autre, qui peut être orthopédique, cardiaque, peu importe, il va être complètement désemparé, il va se mettre à déambuler alors qu'il ne déambulait pas chez lui, il va se mettre à délirer alors qu'il ne délirait pas chez lui. La perte de repère est essentielle. D'où l'importance quand même de l'écoute et du renseignement. Alors, les troubles du comportement chez un patient atteint d'altération cognitive, il est clair qu'on ne recherche pas la disparition des symptômes démentiels. Ça ne disparaîtra pas. Ce travail, il est pour la qualité de vie de chacun, du patient d'abord, puisque c'est pour lui qu'on est là, pour sa famille aussi, parce que c'est aussi pour elle qu'on est là, et puis bien sûr pour que l'environnement du patient soit le plus apaisé possible et le plus serein possible. Je le rappelle, le symptôme, c'est d'abord une production avant d'être une défaillance. Il est le signe d'une activité mentale autour d'une défaillance. C'est une tentative d'adaptation inefficace, le signe que le dément peut encore éprouver un sentiment et tenter de communiquer. On ne le redira jamais assez. C'est un symptôme. Et comme tout symptôme, on se doit, en tant que soignant, d'essayer de comprendre. Pas toujours, on ne pourra pas toujours, mais d'essayer de comprendre les causes. Si on se met à côté de lui, si on apaise, si on écoute, on peut aussi finir tout bêtement, en commençant par le toucher d'ailleurs, à calmer ces troubles-là. Donc, ce sont des symptômes. Les symptômes ont toujours un sens. Enfin, en tout cas, on croit. Les troubles sont différents pour chaque patient. Je vous rappelle qu'un patient, c'est singulier. Personne ne ressemble à personne. On n'a pas le même vécu. On n'a pas la même histoire. On n'a pas les mêmes défenses. Et donc, on ne peut pas répliquer comme ça des règles pour tout le monde. Il faut qu'on s'adapte à chacun. Le sens, c'est parfois difficile à trouver parce que le patient dément ne partage pas la même réalité que nous. Et sa maladie affecte aussi beaucoup nos possibilités de communiquer avec elle. Parfois, c'est même impossible si le patient est mutique. Vous allez parler, mais croyez bien que vous ne parlerez pas pour rien. Il y a des choses qui vont passer. Vous ne le saurez pas, mais ça va passer. Et le ton, la bienveillance, la façon de ne pas élever la voix, mais ça vous le verrez après dans les postures à adopter en face des troubles du comportement, c'est aussi une façon de créer un lien. Donc, comprendre un comportement troublé, ça demande de s'intéresser à la vie émotionnelle du patient et de se mettre à l'écoute de sa souffrance. C'est parfois difficile, c'est d'autant plus difficile en ville
parce que les auxiliaires de vie qui s'occupent bien de ces patients n'ont pas toujours le temps. Et quand il y a une opposition aux soins, il faut du temps. Il faut pouvoir s'asseoir à côté, il faut pouvoir observer, regarder, toujours avec cette bienveillance et toujours sans peur. Parce que si vous avez peur du malade, il va le sentir. Et là, ça va partir en vrille. S'il y a un besoin, c'est qu'il y a un manque. Ça entraîne un état de déséquilibre. Ça entraîne donc une action. Et on va aller vers un nouvel état d'équilibre. Merci.